Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à Vue d'ici. En cette émission du 23 octobre 2025, nous accueillons en premier lieu la Terrebonnienne Julie Corbeil, réalisatrice, cinéaste et conférencière qui nous fait découvrir son plus récent documentaire. En deuxième partie, nous recevons Annie Saint-Amour, intervenante chez TDL Lanaudière, qui viendra nous parler du trouble développemental du langage, qui affecte la compréhension et l'expression du langage chez les personnes de tous les âges. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Le 17 novembre à 19h30, le théâtre Hector Charland de l'Assomption accueillera Julie Corbeil qui présentera pour l'occasion son documentaire Copenhague, capitale du bonheur, dans le cadre de la prestigieuse série Les Grands Explorateurs. Nous avons le plaisir de l'accueillir avec nous pour nous parler de ce petit bijou de reportage où elle nous fait découvrir les beautés et les richesses de cette capitale scandinave, mais aussi sa quête pour comprendre pourquoi les Danois sont d'année en année parmi les citoyens les plus heureux du monde. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. Écoute, en introduction, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, d'où tu arrives, puis on en apprend, là, tantôt. Oui. J'ai appris plein de choses intéressantes, donc oui, bien, en présenter un peu. C'est pas mon premier film pour les Grands Explorateurs. J'en suis à mon 7e. On en parlait avant. Je pense que j'avais même jamais calculé. 7e, en incluant tous les films que j'ai présentés aussi dans les écoles, parce que oui, je les présente dans les grandes salles, mais je les présente aussi dans les écoles pour donner envie aux jeunes de s'intéresser au monde. Puis, bien, le Danemark, c'est une destination qui sort un petit peu de ce que je faisais auparavant, dans le sens où moi, je m'intéresse souvent beaucoup à l'Amérique latine. J'ai appris l'espagnol il y a quelques années. Et là, le Nord, comme ça, on dirait que ça m'intéressait moins. Je voyais ça comme un peu froid, justement, pas dans le sens de la température, mais dans le sens des gens, je me disais, ils doivent être un peu plates, tu sais. Moi, oui, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, les Danois, c'est les plus latins des pays scandinaves. Je dis, OK, je vais y aller, je vais essayer. Puis mon mari, mon chum, m'a dit, c'est une destination que j'ai adorée dans le passé, donc on a décidé d'y aller pour faire un film. Mais donc, t'es journaliste de formation. De formation, oui. Puis comment c'est arrivé? On a parlé un peu du Danemark avant de parler de ta présentation. Absolument. Oui. Mais d'où tu arrives? Comment tomber du journalisme à cinéaste? C'est quand même J'ai une formation en journalisme, mais dès que je suis sortie de l'école du baccalauréat en journalisme de l'UQAM, j'ai décidé tout de suite d'aller faire un premier documentaire. La première fois, je suis allée en Équateur pour faire un film sur l'immigration des Équatoriens vers New York, parce que j'avais fait de la coopération internationale là-bas, puis j'avais vu à quel point il y avait des villages qui se retrouvaient transformés par l'immigration. Donc, tous les parents qui quittaient, qui laissaient leurs enfants derrière. Donc, ça a été mon premier voyage documentaire, finalement. Puis, s'en est suivi plein d'autres. C'est sûr, j'ai continué à faire du journalisme, écrit un peu, des reportages par-ci, par-là. J'ai travaillé pour la télévision des Basses-Laurentides, donc... similaire à TVRM, dans les Basses-Laurentides, oui, effectivement. Donc, j'ai travaillé quand même plusieurs années là-bas qui m'a un petit peu fait apprendre tout mon métier, je dois dire. Là, je les remercie beaucoup parce que la caméra, le montage, tout ça, c'est vraiment là que ça a été mon école. C'est pas ça qu'on apprend tant que ça en journalisme à l'université. Puis ensuite, plusieurs documentaires ont suivi. Donc, c'est la caméra qui m'a donné envie, finalement, de pratiquer mon journalisme dans le sens où j'étais convaincue que ce serait de l'écriture, moi, que je ferais en journalisme ou de la radio, quand même. J'y avais touché un peu pendant l'université. Puis là, tout d'un coup, il y a eu un éclair, une ouverture, un chemin qui s'est ouvert vers se mettre en relief ce talent de cinéaste, de documentariste. Que je ne soupçonnais pas du tout. Non, exact. Ça a été une belle réussite. Finalement, à date, ça va assez bien. Ça va bien, là. Les Grands Explorateurs, c'est beaucoup de prestige quand même. On ne peut pas leur présenter n'importe quoi parce que faut travailler fort. C'est une industrie, pas une industrie, mais
une entreprise qui a beaucoup de renommée. Oui, ça fait 50 ans. Ben oui, c'est quelque chose. Plus de 50 ans que ça existe. C'est assez impressionnant qu'ils aient survécu à travers tout ce temps parce que, bon, auparavant, on voyageait moins, je pense. Puis aujourd'hui, les gens ont accès au voyage, mais ils viennent quand même dans les salles pour voyager avec nous, puis peut-être se donner des idées de destination aussi. Parce qu'auparavant, je pense qu'on était plutôt dans l'expérience d'aventurier, de voyage, qui allait gravir une montagne. Mais là, moi, je propose quelque chose de vraiment urbain qui est, tu sais, je me suis pas mise en danger du tout pour faire le dernier film que je vais présenter. Mais moi, c'est ma couleur, là. C'est plus culturel, plus urbain, ça. Parlons des Danois. Oui. Pourquoi le bonheur? Pourquoi le bonheur? On le veut tous, le bonheur, là. Bien Mais pourquoi sûr. étudier le bonheur chez les Danois? Bien, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que les Danois ne sont pas nécessairement heureux avec un grand H, dans le sens que c'est pas la fête dans la rue tout le temps. Tu sais, c'est pas l'ambiance qu'on peut retrouver, par exemple, au Mexique. J'adore le Mexique, je les trouve festifs. Mais eux, c'est plus la satisfaction au quotidien de leur vie. Ils sont satisfaits de leurs services sociaux, santé, éducation. Ils travaillent souvent à proximité de leur lieu de résidence. Donc, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de trafic dans Tout la à ville de vélo. Copenhague. Oui, Incroyable. c'est assez impressionnant. Moi, j'ai visité, comme je te disais, 2 jours, j'étais à Copenhague. J'en revenais Oui. pas du nombre des De parkings de vélos à coups de centaines, voire de milliers de vélos. Là. Bien, je pense que c'est ce qui impressionne souvent les touristes quand ils arrivent. Bon, ça ressemble un peu à Amsterdam pour ceux qui sont aussi déjà allés dans ce coin-là, mais c'est l'affluence de vélos partout. Puis les gens, 60 de la population se déplace chaque jour à vélo. C'est immense, là. Tu sais, on voit même pas ça à Montréal. Donc, ils sont partout. Il y a des stationnements, effectivement, partout. Partout, c'est incroyable. Mais ça va aussi dans le sens de ce bonheur-là, parce qu'il y a une fluidité là-dedans. Tu sais, le trafic, c'est pas quelque chose qui existe ou très peu là, à Copenhague. Et puis, sous les couverts de découvrir des magnifiques sites historiques, culturels, même la campagne de Copenhague, il y a cette recherche de définir d'où vient ce bonheur-là. Tu l'as un peu défini. Ils ont une expression pour ça, le hygge. Oui, bien, en fait, on dit le hygge. Excuse-moi, là. Je sais que c'est pas évident. Oui, puis j'en parle dans le film avec Mike Viking, qui est en fait un chercheur du bonheur. C'est lui qui a créé l'Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague. Et oui, le hygge, c'est quelque chose qui est né à travers le temps. C'est une expression que les gens utilisent. C'est un mot qui est originaire de Norvège, mais qui s'est transformé et qui est finalement cocooning. Là. On se retrouve ensemble, passer du bon temps. On est relax, on allume une bougie, on joue à un jeu de société. Donc, je pense que c'est quelque chose... On tricote, on est ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit aussi ici, mais qui est vraiment intrinsèque, ça fait partie de leur quotidien, peut-être encore plus que nous au Danemark. Puis c'est fascinant de voir comment tu as cette capacité à rencontrer les gens. Ouais. Moi, c'est ça que je... C'est pas juste c'est pas une carte postale. Je regardais les grands explorateurs là, il y a quelques années, on y allait avec mon épouse, puis c'était voici telle bâtisse, voici telle chose. Mais là, on est dans une découverte qui est vraiment plus humaine. Ouais. Bien, tu sais, chacun son style, parce que je sais qu'aux grands explorateurs, il y a encore des gens qui ont cette façon de faire-là. Moi, j'ai toujours été plus vers les rencontres, les entretiens, puis c'est pas que ça m'intéresse pas les bâtiments, mais peut-être un peu moins, je dois dire. Puis moi, de me faire dire que des fois, ce bâtiment-là a été construit en 1805, je l'oublie le lendemain. Puis même si je l'ai trouvé très beau, mais je préfère la rencontre avec le monsieur qui a patenté un vélo à partir de matières recyclées, puis que finalement, il y a une industrie incroyable qui a fait vivre des gens et qui rayonne à travers... à travers le pays. À travers le pays, puis même plus loin, d'après ce que je comprenais, là. Effectivement. Donc, tu sais, tous ces gens qui ont une histoire à raconter sur leur pays, puis tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient passionnés de leur ville, puis ça, j'ai trouvé ça assez apaisant, dans le sens qu'on est dans une époque où c'est assez cynique, là. Les gens aiment critiquer, être un peu, je sais pas, dire que tout va mal, mais on dirait que tous les gens que je rencontrais au Danemark avaient envie de me dire... Mais non, tu sais, nous, on a confiance en notre gouvernement, on est bien. C'est un phénomène qui est particulier quand même parce qu'à travers la planète, il y a beaucoup de cynisme des gens par rapport à leur gouvernement. Puis
moment donné, tu rencontres un Danois qui dit, ben non, mais moi, j'ai confiance. Oui. Je les ai élus, donc il y a comme... ça percole à travers le documentaire, qu'il y a une joie de vivre quand même à travers tout ça. Oui. Malgré, tu parles aussi des nuits qui tombent vite. Oui, puis... Noël aussi, tu parles d'un bel aspect de... Oui, sur cette période-là de l'année de Noël, oui, effectivement, puis c'est drôle à dire, mais quand je suis partie tourner ma portion là, Noël à Copenhague, parce que je suis allée à plusieurs reprises au Danemark, et je m'attendais, j'avais oublié de regarder à quelle heure le soleil se couchait. Puis là, je me suis aperçue, tu sais, si je veux faire des trucs de jour, des tournages de jour, il faut que je me dépêche. Puis le soleil se lève tôt, se lève tard. Puis, bref, c'est une autre... Il y a beaucoup moins d'heures de luminosité. Ouais, mais en même temps, c'est magnifique le soir, c'est magnifique la nuit. Puis les gens sont heureux dans cette espèce de... Tu sais, ils se retrouvent chez eux, ils allument des bougies parce que c'est vraiment... la bougie est très, très ancrée dans la vie des Danois. Puis, ben, je le dis par contre, d'entrée de jeu, pas dans le film, mais quand je le présente sur scène, c'est que c'est vraiment une destination qui est superbe, exemplaire presque, mais c'est pas parfait. Puis je m'en viens pas parler des côtés négatifs. J'ai juste envie de donner un petit peu de bonheur là, ce soir-là. Mais évidemment, si vous voulez aller faire vos recherches sur ce qui se passe moins bien au Danemark, il y en a. Là. Sont comme nous, ils ont leurs enjeux par rapport à l'immigration, le vieillissement de la population, tout ça, ça existe. Est-ce que nous, comme Québécois, quand on va là, puis il y a Julie Corbeil qui est allée, puis elle dit, bon, elle revient au Québec, elle se dit, est-ce qu'il y a des choses que Julie ramène chez elle, puis partage avec son environnement, ses enfants, sa famille? Ben oui, ben je trouve que le côté un peu informel des Danois, tu sais, même au travail, c'est plutôt rare que les gens... Ils vont s'habiller en veston-cravate ou ils vont s'habiller très chic. Il y a une espèce de... Tu sais, quelque chose d'un peu relax. Je pense que c'est des choses qu'on peut rapporter chez soi. Moins serré. Exactement. Là. Décorum, là, ça, c'est... Puis la famille est très, très... tu sais, ils vont bruncher, puis il y a des enfants partout. Je trouve qu'on a moins ça ici. Aussi... Tu sais, le bonheur, je lisais encore ce matin le rapport de l'ONU sur le bonheur qui sort chaque année. Et c'est vraiment de se réunir, de manger ensemble, de se retrouver ensemble. C'est facile à rapporter chez soi. Pas besoin de vivre au Danemark pour le faire. Puis l'éclairage, ça aussi, ça fait partie. Tu sais, les lampes, le choix de l'éclairage dans une pièce, ça peut faire toute une différence dans notre bonheur, notre satisfaction, notre quotidien. Puis dans cette optique, il y a l'égalité aussi. Oui, vraiment. Justice entre... ici au Québec, il y en a qui trouvent à redire sur les services qu'on obtient, de providence et tout ça, mais là-bas, c'est un système égalitaire là, où tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Les baignades, j'en revenais pas, moi, de tout ça. Là. Oui, parce que les gens me posent des questions sur le coût de la vie. C'est vrai que c'est pas un pays qui est super abordable pour un touriste. Le coût de la vie est un peu élevé parce que les gens sont bien payés. Donc, si tu vas au resto, ton serveur, il est bien payé et tout ça. Mais en même temps, il y a plein de trucs gratuits qu'on peut faire. On peut faire du kayak. Je ne le montre pas dans mon film, mais il est possible d'aller faire du kayak gratuitement. On te prête un kayak, mais tu dois ramasser des déchets sur les canaux si tu en trouves. Donc, tu as la double mission. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est une propreté. Oui. Bon, malgré que tu n'as peut-être pas couru après les poubelles qu'il y avait à droite et à gauche, mais généralement, on voit qu'il y a peu de graffiti. Les images où c'est ce qu'on voit un peu à Montréal, où on retrouve un peu le respect du bien public. Oui. C'est quelque chose qui était notable là-bas. Là. Oui, bien, je le nomme dans mon film parce qu'il y a une entrevue où la personne est urbaniste et elle me raconte que quand les éléments du décor, que ce soit l'urbanisme, justement, les places publiques sont bien aménagées, on n'a pas envie de les endommager. Mais il y a quand même une section de Copenhague qui est un peu différente, que je montre dans le film, qui s'appelle Christiania. C'est un quartier un peu plus désinvolte. Puis ça, j'avais envie de le montrer aussi. Merci beaucoup, Julie, de ta participation à l'émission. Tu nous as fait voyager et on l'a beaucoup apprécié. Donc, c'est donc un rendez-vous pour les intéressés. On le rappelle, le 17 novembre au Théâtre Hector Charland de l'Assomption. Donc, si vous allez sur Les Grands Explorateurs, il y a plusieurs autres dates à découvrir dans d'autres salles également. Donc, restez avec nous, car au retour, il sera question de troubles développementaux du langage, un enjeu social important qui mérite que l'on s'y intéresse.
Elles sont nombreuses, mais elles sont importantes. Je parle ici des fameuses semaines thématiques qui permettent au grand public d'être sensibilisé à des sujets d'intérêt public qui passent trop souvent sous le radar. Le TDL, pour trouble développemental du langage, est sûrement l'un d'eux. Pour mieux connaître ce problème, la Semaine québécoise du TDL bat son plein du 20 au 26 octobre. Et qui de mieux pour nous en parler qu'Annie Saint-Amour, intervenante chez TDL Lanaudière. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, vous? Bienvenue à Vue d'ici. Pour nous, c'est on a ça en commun. J'ai ma fille qui est atteinte d'un TDL et qui a réussi à passer à travers par son grand travail. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'émission. Je suis très heureuse d'être ici. Pour familiariser les gens un peu avec qu'est-ce que c'est le trouble développemental du langage? C'est un grand nom, trouble développemental du langage. Il faut le dire plusieurs fois. En fait, il y a plusieurs manifestations au niveau du langage. Par exemple, l'expression, on peut penser à des sons. Ils peuvent mélanger des sons. Les phrases peuvent être courtes. Ils peuvent se mélanger dans le vocabulaire, chercher leurs mots, mais aussi, ils peuvent aussi avoir de la difficulté à comprendre les sous-entendus, les blagues du deuxième degré, les expressions, peut-être tout ce qui est abstrait, peut-être difficile à comprendre, à saisir. Je pense à des expressions, avoir les fourmis dans les jambes. Ça peut être plus compliqué. Plus compliqué. Il faut vraiment l'expliquer. Toutes les notions de temps, les notions d'espace. On peut aussi, par exemple, le plein, le vide, quand ils sont plus jeunes, en haut, le dessus, derrière, sur le côté. Puis quand est-ce qu'on détecte ça, généralement, ce trouble-là? En fait, dès 3 ans. Qu'on peut le découvrir. Oui, qu'on peut le découvrir. Comme dans notre cas, nous, bien, ça, Émilie, on l'a découvert à 2 ans et demi, là, OK. comme quoi il y avait cette problématique-là. Et comment on traite ça? Comment on gère cette situation-là quand on est parent? Bien, en fait, il faut parler d'un diagnostic. C'est important d'aller chercher un diagnostic. On peut y aller par un orthophoniste ou maintenant aussi par des neuropsychologues qui peuvent aussi faire un diagnostic complet. C'est vraiment important pour mettre le doigt sur les interventions à privilégier. Parce que, dans le fond, le portrait d'un enfant peut être différent. Il y a un portrait d'un enfant peut chercher ses mots, peut avoir de la facilité à comprendre. Il peut avoir un TDL, puis il peut avoir un autre enfant qui a de la difficulté à comprendre, puis aussi avec c'est quand le tour de parole, c'est quand que je veux amorcer une conversation. Ça peut être de la dyspraxie verbale, ça peut être de la dyspraxie organisationnelle, puis d'autres que c'est carrément de la gestion sociale de son environnement. Là. Exactement. Donc, d'aller chercher vraiment le portrait de votre enfant, mais ça permet de mieux intervenir plus précisément. Puis c'est pas un phénomène rare, là. Donc, on n'a pas... Dans le sens où il y a 2... C'est quoi, 2 élèves par classe qu'on dit à peu près? Il y a quand même 2 élèves par classe qui ont ce genre de problème-là. C'est encore tellement méconnu. Il y a eu plusieurs noms. On pense à dysphasie, à l'ancien nom. L'audiomudité. On pense aussi à troubles primaires du langage. C'est sûr que là, mais c'est tout le même diagnostic. Il y a aussi la méconnaissance, dans le fond, de tout ce qu'il peut y avoir comme impact, parce que là, on parle beaucoup du langage, mais il peut y avoir aussi d'autres fonctions, comme les émotions, c'est abstrait, les habiletés sociales, le comportement. Donc là, maintenant, on a de plus en plus d'études qui, scientifiquement, est prouvé qu'il y a d'autres sphères qu'il faut regarder. Ici, localement, il y a une association qui est dédiée. Bon, il y a une association provinciale, mais ici, on a TDL Lanaudière qui dessert l'ensemble de la région. Vous y travaillez comme intervenante. Depuis 2017, quand même. Oui. Ça fait, en fait, 30 ans. On a fêté nos 30 ans cette année. Je ne sais pas si on va voir quelques images en passant, mais Émilie, ma fille, avait été présidente d'honneur. Donc, vous allez la voir passer peut-être dans les vidéos, pas dans les vidéos, mais dans les images que vous allez voir passer. Donc, que fait TDL Lanaudière, là? Il donne du service pour les parents. Donc, on accompagne les parents pour mieux intervenir avec leur enfant, mais aussi, on peut intervenir avec les ados. On fait des groupes d'ados.
On fait aussi avec les adultes parce qu'on sait que le trouble, c'est persistant là, durant la vie. Donc, il y a d'ailleurs des images du fameux colloque dont on évoquait tantôt. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est une situation permanente. Là. Donc, oui. Elle s'améliore avec le temps parce que la personne travaille, prend confiance en elle. Puis TDL est là pour aider aussi à socialiser, tout ça, à regrouper les gens puis aider les parents. Donc, c'était le 30e anniversaire. Oui. Donc, c'était un événement marquant pour l'association d'avoir... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui disparaissent avec les années. Hein? Donc, il y a quand même beaucoup de solidarité à travers les gens qui y ont travaillé. Là, il y a une nouvelle initiative là, qui a été organisée qui s'appelle... Donc, c'est la thématique qu'on a ici, au cœur du TDL. Donc, pouvez-vous m'en parler un petit peu, là, dans le cadre de la Semaine québécoise? Là, oui, en fait, c'est notre lancement d'un nouveau partenariat, une collaboration avec Alloprof. Donc, il y a 7 balados d'environ 20 minutes sur des thématiques comme c'est quoi le trouble développemental du langage, c'est quoi la procédure pour le diagnostic, les habiletés sociales, l'autonomie vers les ados. Donc, vous pouvez aller voir, consulter le site d'Alloprof. Il y a aussi des articles qu'on a créés, donc, pour répondre beaucoup aux questions des parents. Alors maintenant, ils peuvent avoir accès à cette information-là sur Alloprof. Puis ça, c'est organisé avec le regroupement là, donc, des TDL. Donc, oui. C'est une initiative que vous allez partager là, auprès de vos membres. Il y a combien de membres à TDL Lanaudière? Environ 200 là, maintenant, mais les professionnels ne sont pas comptés. Là. Mais là, présentement, les professionnels, là, ils nous appellent parce qu'on est des références. Quand vous parlez des professionnels, vous parlez d'orthophonistes, des gens de cet ordre-là? Okay. Si on parle du colloque, il y avait 300 personnes, toutes du milieu scolaire. Donc on l'a un peu évoqué tantôt, mais dans le milieu scolaire, premièrement, le rôle des parents est essentiel parce qu'il faut accepter la situation. Je pense que pour en être c'est une situation qui est difficile. Accepter le diagnostic. Bien, accepter le diagnostic ou pas accepter qu'on ne peut pas le prendre. C'est l'enfant qui doit vivre avec, mais nous, il faut accepter que ça fait partie de sa vie puis de la nôtre également. Mais le milieu scolaire a aussi un rôle important. Là. Donc, il y a un rôle important, parce que les élèves peuvent avoir une cote qui donne un certain nombre de services, là, en théorie. Mais malgré que ce n'est pas toujours facile. Là. Oui, c'est pas toujours facile. Pour avoir des services, en fait, on n'a pas besoin nécessairement de la cote pour aller dans le milieu scolaire. La cote, ça donne accès, dans le fond, à des classes langage. Mais nous, on recouvre là, tout Lanaudière. On a 2 centres de commission scolaire. Ils fonctionnent différemment. Les services sont distribués différemment, les ressources aussi. Donc, il faut vraiment s'informer. Au niveau scolaire, il y a vraiment 2 niveaux. Hein? Donc, il y a les classes spéciales dans lesquelles les enfants peuvent être intégrés tous ensemble. Oui. Puis, il y a des endroits où ils sont accompagnés et disposent de services dans le milieu scolaire puis d'accompagnement en classe. Là. Oui, effectivement. Puis au niveau universitaire, cégep, ça continue aussi. Oui, ça continue. Vous êtes intervenante, donc j'imagine que ce sont des choses que vous devez travailler à l'occasion. Là. Oui, ça continue. Gardez tous vos rapports. C'est utilisé pour toute l'école. Tout ce qui est l'école, cégep, université, ça poursuit. S'il y a des mesures adaptatives, ça reste. Ça reste. Puis des fois, ça peut être aussi fou que... un peu de temps après un peu plus de temps pour faire un travail, pour pouvoir finir un travail ou finir un examen. Là. Donc, il y a des outils technologiques, Lexibar, WorkQ. Ils peuvent avoir d'autres choses là, qui sont mises en place là, pour... Qu'est-ce qui a évolué depuis 7 ans? Vous êtes intervenante dans ce milieu-là. Est-ce que vous avez étudié dans ce domaine-là? De votre longue expérience, comment ça a évolué au cours des dernières années, la compréhension du milieu par rapport à ça, puis les parents? Ce que je peux dire présentement, cette année, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que présentement, on est prêt à travailler et à collaborer ensemble. Donc, il y a une ouverture au niveau des professionnels et là, on est en train de vraiment se poser des questions. Comment on peut le soutenir,
le trouble développemental du langage parce que oui, on a mis beaucoup d'emphase sur le langage, mais quand il vieillit, on se rend compte que ça serait peut-être plus sur les habiletés langagières ou les habiletés de conversation, plus sur l'autonomie. Présentement, on peut voir qu'au niveau de l'organisation, la mémoire, la gestion des émotions, c'est tous des enjeux que présentement, on peut mettre en place pour soutenir. Encadrer ces gens-là qui ont une capacité de travail, qui ont une capacité... On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre et de ce genre de situation, mais ils ont une capacité de travail. Là. Oh, ça D'ailleurs, fait... les personnes handicapées, en général, on sous-estime leur capacité de travail. Ça dans fait la des société. très bons employés. Ils sont fidèles, sont loyaux, sont loyaux. Oui. Puis vous, si vous avez un message à dire aux parents, en terminant, de ne pas avoir peur s'ils détectent des choses. À tout le monde, en fait. Je veux qu'on parle du TDL. Je veux qu'on le comprenne dans sa globalité. Donc, il faut ouvrir un petit peu. Oui, il y a le langage, mais on peut le soutenir davantage avec d'autres façons d'intervenir pour le soutenir toute sa vie. Puis que les parents soient très attentifs s'il y a un déficit. Parce que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, chaque saison... C'est quotidien, hein? Non, mais qu'on gagne en agissant plus rapidement, oui, ont un impact à long terme. Oui, puis il faut soutenir les parents. Oui, parce qu'il y a des réalités qui nous rattrapent. On fait ça. On soutient aussi le parent. Puis ça a évolué aussi avec les années. Important. Ça a évolué beaucoup avec le temps. Bien, écoutez, c'était particulier pour moi de passer cette interview avec vous, du fait que je vis également cette situation au quotidien. Émilie, vous la connaissez. C'est un appartement. Je veux donner un espoir aux parents. Des fois, quand on les a quand ils sont en bas âge, c'est un peu désespérant. On se demande où ça va aller. Mais finalement, il faut persévérer. Les enfants sont très persévérants. C'est des gens travaillants. Puis je suis très heureux de vous avoir accueilli. TDL à Naudière, pour les connaître, c'est un organisme qui mérite tout le rayonnement qu'on lui donne aujourd'hui. Mais merci beaucoup de l'invitation. Puis gênez-vous pas. Venez sur notre site. Écrivez-nous. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, en conclusion de cette émission, je tiens à remercier nos invités de leur visite et vous remercier, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous compter parmi nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici. Merci beaucoup de votre présence.